Dans cette vidéo, on va parler des difficultés qu'on peut avoir à écouter son corps, à écouter sa faim quand on mange et en particulier quand on mange en société. Quand vous êtes au restaurant avec des amis, quand vous êtes invité dans votre famille ou le soir avec les enfants, le midi avec vos collègues, tous ces genres de situations. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est si difficile quand on mange en présence des autres de rester en contact avec ses sensations corporelles et donc d'être attentive à notre faim, à notre satiété. Je vais vous expliquer aussi pourquoi on mange parfois en plus grosse quantité quand on mange en présence des autres et je vous donnerai mes meilleurs conseils pour que vous puissiez à l'avenir réussir à rester en connexion avec votre corps quand vous mangez en groupe. Bienvenue sur ma chaîne, ici je vous aide à retrouver une relation plus apaisée avec la nourriture et avec votre corps. Donc si vous êtes prête, allons-y. La question qu'on me pose le plus souvent par rapport à ce sujet, c'est comment est-ce que je peux réussir à manger intuitivement, à rester attentive à ma sensation de faim et à m'arrêter de manger au bon moment quand je suis invitée, par exemple à l'occasion d'un repas de famille. Je mange souvent beaucoup plus, je mange souvent au-delà de la faim et parfois aussi simplement par peur d'être impolie. Alors par rapport à ça, je peux tout de suite vous dire que je comprends vraiment cette situation parce que ça a longtemps été pour moi un grand défi et que ça l'est encore parfois aujourd'hui. Par exemple, quand je suis invitée à manger dans ma belle famille, il y a toujours un repas assez conséquent et mon beau-père me passe le plat comme ça. Et en fait, on est en train de discuter en plein milieu d'une conversation, on prend le plat, on se sert de manière automatique, et on le passe au suivant et on se pose même pas la question « Attends, est-ce que j'ai faim? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de manger ?» Je comprends vraiment cette situation et je pense que c'est pour beaucoup de personnes un défi. Ou par exemple, typiquement le soir, en famille avec les enfants, tout le monde raconte sa journée, tout le monde parle en même temps, tout d'un coup il y a une dispute qui éclate, il y a des gens qui se lèvent, on ne sait pas ce qui se passe et c'est vraiment difficile à ce moment-là. On se sent un peu débordé, il y a plusieurs choses qui se passent en même temps, plein de situations à gérer et c'est difficile en même temps de rester attentive à son corps et à ses sensations de faim et de satiété. Donc je comprends tout à fait. Alors il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi on a du mal à être attentive à son corps, à écouter son corps quand on mange en groupe. Je vais vous parler des 4 raisons principales et pour chaque raison je vais vous donner mes conseils. La première raison qui fait qu'on a du mal à manger en conscience quand on est en groupe, c'est les distractions. Quand on mange en groupe, il se passe beaucoup de choses autour de nous, on est très stimulé et donc notre attention elle se porte naturellement sur ce qui se passe autour de nous, sur les conversations, sur les personnes qui sont là. Et ça détourne notre attention, on est moins attentive à ce qui se passe en nous, dans notre corps, à savoir si on a vraiment faim, quelle intensité, à quel moment on commence à être rassasié et ce dont on a vraiment envie de manger. Donc ça c'est la première raison. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? En fait, il va s'agir simplement de se connecter avec votre corps avant le repas, juste pour vous dire, ok, où en est mon intensité de faim? Est-ce que j'ai faim? Oui, beaucoup, peu. Est-ce que j'ai pas faim? Et votre appétit, de quoi j'ai envie maintenant? Qu'est-ce qui me ferait du bien maintenant? Avant même de regarder ce qu'il y a sur la table, de vous demander si j'avais le choix, qu'est-ce que j'aimerais manger? Et il n'y a vraiment pas besoin que ça soit long. Ça peut prendre 3 secondes, vous faites ça dans votre tête, c'est très discret et ça vous aide déjà à avoir fait cette démarche avant que le repas ne démarre, avant que les distractions arrivent. Ce que vous pouvez faire aussi, avant le repas, c'est de poser une intention. Vous regardez la table, voilà, les plats qui sont là, et puis vous essayez de vous dire « Je vais essayer au cours de ce repas de manger le plus intuitivement possible, autant que la situation me le permet. » Ou bien vous vous dites « Je vais essayer de savourer ce repas. » Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre cerveau, chaque habitude correspond à une voie neuronale qu'on peut voir un peu comme un chemin et plus j'emprunte souvent ce chemin, plus cette habitude s'ancre et devient naturelle et on va naturellement se porter vers cette habitude. Et c'est vrai que quand on mange en groupe, on a plutôt l'habitude de manger de manière un peu automatique parce qu'on est plus centré sur les autres et sur la conversation. Donc si vous faites votre petite intention au début du repas, ce que vous allez faire, c'est qu'au lieu de vous mettre en mode pilote automatique, vous allez porter le projecteur de votre attention sur ce chemin-là, sur le chemin de l'alimentation consciente. Et ça va vous sembler plus facile au cours du repas de manger en étant attentive à votre corps.
Un dernier conseil que je peux vous donner par rapport aux distractions, c'est comment réussir à devenir un meilleur auditeur de votre corps. J'aime beaucoup cette métaphore, je la trouve très belle, parce que ce qui se passe quand on mange en groupe, c'est qu'on se met à être l'auditeur de la conversation, l'auditeur de l'autre. Et c'est vrai que du coup, on est moins l'auditeur de ce qui se passe en nous. Quand vous avez une conversation avec les autres, vous n'êtes pas tout le temps en train de parler, vous n'êtes pas tout le temps actif dans la conversation. Vous êtes parfois actif dans l'écoute. Vous vous mettez en recul, vous observez ce qui se passe ou vous écoutez la conversation. Maintenant, ce qu'il va falloir rajouter, c'est en plus d'être l'auditeur des autres, il va falloir que vous profitiez de ces moments où vous vous mettez un peu en retrait pour être aussi l'auditeur de votre corps et vous en profitez pour vous retirer un peu de la conversation et vous demander ok, où j'en suis là, est-ce que je suis déjà rassasiée ou est-ce que j'ai encore faim et si oui, de quoi j'ai faim. Ce que vous pouvez faire pendant ces petits moments de retrait, c'est par exemple symboliquement poser vos couverts. Si vous tenez les couverts sans cesse dans les mains, en fait vous allez être tenté de vous en servir. Si vous les posez, pour votre cerveau ça symbolise ok, je passe à une autre activité et là ça va être le moment où je vais me mettre à l'écoute de mon corps. Donc ça c'est une petite chose que vous pouvez faire par exemple. Si c'est difficile pour vous de vous mettre à l'écoute de votre corps, ok, posez vos couverts, hop, je m'écoute et je reprends mes couverts ensuite. Une autre astuce qui marche très très bien, c'est de détourner la conversation et de parler des aliments que vous êtes en train de manger, des plats que vous êtes en train de manger. Et vous dites ah tiens c'est marrant, ce houmous et je le trouve vachement sec, c'est pas comme la dernière fois. Vous dites ah cette viande elle est super fondante, elle est vachement tendre, c'est hyper bon. Ou tiens tu pourras me donner la recette, etc. Ou qu'est-ce que c'est que cette épice que tu as mis à un goût que j'arrive pas à déterminer. Vous détournez la conversation, comme ça non seulement votre attention va se porter sur le repas, mais l'attention de tout le groupe. Donc ça c'est vraiment une super astuce. Et généralement la conversation prend assez vite, les gens sont contents de parler de ce qu'ils sont en train de manger, donc c'est vraiment génial. Donc ça c'est une très bonne astuce, vous détournez la conversation sur ce que vous êtes en train de manger et toute l'attention du groupe va se porter sur ce qui se passe en ce moment dans votre assiette. Dans un autre genre, je sais que dans certaines familles par exemple, on bénit le repas avant de commencer à manger. C'est aussi une manière de porter son attention sur la nourriture qui est là présente dans notre assiette avant de démarrer le repas. Ça peut aussi être quelque chose. Je sais que dans notre famille on aime bien remercier la nature, en tout cas repenser à la nature qui nous a donné cette nourriture en se disant tiens les céréales qu'on est en train de manger, au départ c'était une graine et puis les graines ont poussé et il y a des agriculteurs qui les ont récoltées, etc. Il y a toute une chaîne qui s'est faite pour qu'aujourd'hui, jusqu'à la cuisinière ou au cuisinier, pour qu'aujourd'hui on puisse déguster ce bon plat. Où au départ il y avait un animal qui a donné la pièce de viande ou de poisson que je suis en train de manger. Donc c'est vrai que toutes ces petites choses, toutes ces petites conversations qu'on va tourner autour de la nourriture, ça vous aide à garder votre attention et à manger en conscience, à avoir conscience de la préciosité de ce que vous avez à manger en fait. Ce que vous pouvez faire d'autre aussi, c'est d'avoir un pense-bête qui va vous rappeler pendant le repas à être attentif. Donc j'ai déjà parlé du bracelet que j'avais, mais voilà, moi j'avais un bracelet qui était mon bracelet alimentation consciente, alimentation intuitive. Et à chaque fois que je le voyais sur mon poignet, quand je prenais ma fourchette, ça me rappelait de rester attentive à ce que je ressentais dans mon corps pendant le repas. Mais ça peut être par exemple, moi j'avais aussi acheté une cuillère qui avait une forme très originale. Les cuillères ont toutes la même forme, donc quand je prends n'importe quelle cuillère, mon cerveau pour lui, ça va rien déclencher, ça va déclencher aucune stimulation particulière parce que c'est quelque chose auquel il est complètement habitué. Donc je vais rester dans mon mode de repas automatique. Mais si je prends cette cuillère qui a une forme complètement biscornue, c'est ce qu'on appelle en hypnose une rupture de pattern. C'est-à-dire que pour mon cerveau, ça va faire un petit choc. Tiens, ça c'est pas habituel. Et donc mon cerveau qui était en mode inconscient automatique va se mettre en mode conscient et analyser « Ah oui, c'est la cuillère pour me rappeler qu'il faut que je mange en conscience et de manière intuitive. » Et donc ça va vous aider, c'est des petites astuces, des petits pense-bêtes que vous pouvez avoir chez vous et qui vont vous aider au quotidien de manière concrète à rester dans cette alimentation consciente. Donc voilà, ça c'était pour les distractions. La deuxième difficulté par rapport au repas en groupe, c'est le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est un trait de personnalité qu'on retrouve très souvent chez les personnes qui ont un rapport compliqué avec la nourriture. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous concerne.
Le perfectionnisme, c'est le fait de penser de manière vraiment duelle, d'avoir cette dualité de pensée, je pense en noir et blanc. Soit les choses sont parfaites, soit c'est raté, c'est nul, c'est un échec. C'est vraiment penser de manière catégorique, c'est porter un jugement catégorique sur les choses. Et peut-être que ça vous arrive, quand vous mangez, de vous dire il faut absolument que je fasse attention à manger les aliments qui sont bien pour moi. Il faut absolument que je fasse attention à ne pas manger au-delà de la satiété, sinon je vais manger plus que ce dont mon corps a besoin. Et peut-être que vous avez cette petite voix en permanence qui vous rappelle ça. Ça va déclencher des émotions négatives, ça va vous faire angoisser et vous allez non seulement ne pas profiter du repas, mais aussi vous n'allez pas profiter des autres et du fait que c'est quand même agréable de manger en présence d'autres personnes et que c'est enrichissant et nourrissant aussi socialement. Et peut-être même que ces angoisses, vous les ressentez non seulement pendant le repas, mais vous les ressentez aussi avant, par anticipation. Et vous vous dites « Oh là là, demain, je suis invitée ou je mange en présence de telle ou telle personne. Je sens que ça va être une situation compliquée pour moi. Est-ce que je vais être capable de manger ce que j'ai envie de manger? Est-ce que je vais être capable de manger dans les quantités qui me conviennent? Et peut-être que ces angoisses, vous les avez très souvent en permanence. En fait, ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est que ces pensées que vous avez en permanence et les émotions négatives qui découlent de ces pensées de perfectionnisme, ça va prendre votre attention en otage. Et donc vous allez être plus attentive à cette angoisse et à ces pensées, à cette pression en fait énorme que vous vous mettez, au lieu d'être attentive à ce qui se passe là maintenant dans votre corps. Vous portez un jugement catégorique sur la situation en vous disant il faut que ce soit parfait sinon c'est foutu, au lieu de porter une attention neutre en fait, d'être en position d'observatrice sans jugement de ce qui se passe là maintenant tout de suite dans votre corps. Et peut-être que c'est ça qu'il faut arriver à faire. C'est quand, à partir du moment où vous prenez conscience, là je suis à nouveau dans mon mode perfectionniste, je me déclenche mes angoisses avec toutes ces pensées, ok, j'essaye de laisser ces pensées s'en aller, voilà, elles sont là, c'est pas grave, je les laisse, mais de refocaliser votre attention, c'est un peu comme dans une méditation, vous refocalisez votre attention sur ce qui se passe là maintenant, pas dans votre tête, pas dans vos émotions, mais dans votre corps, et avec un mode qui est pas un jugement de valeur sur ce qui se passe, mais une observation neutre et sans jugement. Ça va vous aider à sortir du perfectionnisme parce que toute cette pression que vous vous mettez, ça vous empêche d'être là et de profiter du repas. Ce que vous pouvez faire quand vous avez ces pensées, c'est vous dire que déjà, c'est pas la réalité. La vie, c'est jamais tout noir ou tout blanc. C'est pas la réalité et que les personnes qui sont des personnes qui ont un comportement naturellement intuitif, qui mangent naturellement en conscience, qui n'ont pas de problème avec la nourriture. Mais même ces personnes-là, elles ne mangent jamais à 100% de manière équilibrée, de manière optimale selon tel ou tel critère. Jamais, c'est pas possible. Ça arrive à tout le monde, parfois de manger un peu plus ou de manger autrement que ce qu'on aimerait ou ce qu'on voudrait. C'est comme ça. Et au lieu de vous dire, il faut que je mange parfaitement en conscience ou parfaitement intuitivement, c'est de vous dire, je vais essayer de manger le plus en conscience possible, le plus intuitivement possible, en fonction de ce que la situation présente me permet. Ça va assouplir votre objectif et ça va vous enlever beaucoup de pression. Alors on a vu les distractions, on a vu le perfectionnisme. La troisième raison qui explique que c'est difficile de manger en groupe, c'est le regard des autres. C'est quelque chose de très inconscient, mais en fait, inconsciemment, ce que pensent les autres de nous, ça a son importance et sans mauvais jeu de mots, ça pèse dans la balance. Ding ding. Et quand on est conscience ou pas, on peut être sans arrêt en train de se dire qu'est-ce qu'ils sont en train de penser de moi là en ce moment, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je me resserre, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je refuse de me resservir. Voilà, on peut être sans arrêt en train de se demander ce que les autres pourraient être en train de penser de nous. Le jugement des autres, le regard des autres, ça peut prendre une grande place mentalement pendant les repas. Ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire qu'à la fois ça va nous pousser à manger plus que ce qu'on aurait envie de manger par peur d'être blessante ou par politesse. On peut aussi à l'inverse ne pas manger à sa faim à cause du regard des autres et ensuite se rattraper en cachette quand on est rentré chez soi. Ça marche dans les deux sens. Et en fait ça peut avoir tellement d'importance pour nous qu'on peut ne pas être capable de se dire ça m'est complètement égal ce que les autres pensent de moi. Parce que je sais ce qui est bon pour moi.
Donc ce qui peut être utile, c'est de travailler à votre estime de vous, si jamais c'est une thématique pour vous, pour vous apprendre à être capable de critiquer un peu ce discours intérieur. Alors la quatrième raison qui revient extrêmement souvent, c'est la politesse. Tu as envie de faire plaisir à l'autre, t'as pas envie qu'il pense que t'es pas poli ou que t'as pas aimé si t'en laisses dans ton assiette, si tu refuses de te resservir. C'est une situation qu'on rencontre souvent parce qu'on a souvent dans notre entourage des personnes pour qui c'est super important le repas qu'elles ont préparé et c'est vraiment difficile de refuser. Elles insistent tout le temps pour qu'on se resserve quand l'assiette est finie. Moi, c'est une situation que je connais bien avec mon beau-père par exemple. Il a été élevé à une époque et dans un milieu où il n'avait pas beaucoup à manger et il a souvent connu la faim. Donc pour lui aujourd'hui, manger c'est extrêmement important, surtout manger des aliments extrêmement riches et caloriques pour avoir des réserves. Et en fait, quand on va manger chez lui, dès qu'il repère, il a un radar, dès qu'il voit que quelqu'un a l'assiette vide, on vient à peine de reposer la fourchette après notre dernière bouchée, qui nous tend tout de suite le plat, tu en veux, hein, il y en a encore, tu peux te resservir. Hein. Il est un peu comme ça, il insiste beaucoup. Et c'est vrai que au départ, j'avais un peu de mal à lui dire non ça va, j'ai vraiment plus faim. Mais voilà, maintenant je sais que j'en ai discuté avec lui que voilà, il mange beaucoup, c'est un peu par habitude. Moi j'ai l'habitude de manger un peu moins parce que c'est mon rythme. Et maintenant on en rigole et à chaque fois, même des fois pour rigoler, il insiste, il exagère un peu son trait de caractère et on en rigole. Mais c'est vrai que parfois on n'ose pas parce qu'on a peur de blesser la personne, parce qu'on a la sensation que c'est super important pour elle la nourriture, ou elle est très fière du repas qu'elle a fait et elle va se sentir blessée si on refuse. C'est vrai que c'est pas toujours facile à gérer. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait de la part de ces personnes-là, c'est simplement une marque d'amour, une marque d'affection. Et que ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à la fois à reconnaître l'autre, à remercier l'autre pour sa marque d'affection, pour sa marque d'amour, tout en étant quand même capable d'exprimer clairement nos besoins. Donc vous pouvez dire par exemple ah merci beaucoup, ça me fait plaisir, j'apprécie que tu me le proposes, ton repas est vraiment délicieux, tu cuisines super bien et si je pouvais, je me resservirais avec grand plaisir. Mais pour l'instant, ça serait dommage de manger maintenant cette part de gâteau parce que j'en profiterai pas, j'ai vraiment plus faim. Vous pouvez aussi proposer qu'elle garde votre assiette pour plus tard et vous le mangerez par exemple plus tard au goûter ou au dîner ce soir ou avec votre café dans l'après-midi. Ça peut être aussi une alternative. Vous pouvez aussi demander à la personne non merci, j'ai plus faim mais c'était très bon, est-ce que tu pourras me donner la recette? Donc vous êtes capable d'exprimer clairement vos besoins, ce que vous voulez, mais en même temps vous mettez en valeur l'autre et il va se sentir apprécié. C'est ça qu'il faut arriver à faire en fait dans cette situation. Alors moi j'ai une situation un peu similaire avec une de mes deux filles, la plus petite. Donc dès qu'on lui a donné un bonbon, un gâteau, n'importe quoi ou au dessert, elle doit absolument le partager avec nous le faire goûter. Mais des fois ça arrive que c'est vraiment des choses que j'aime pas du tout, ou alors j'en peux plus, moi aussi j'ai déjà bien mangé et ça suffit en fait et je pourrais pas apprécier ça et je me sens un peu gavée en fait par ma fille des fois mais elle insiste et j'ai compris maintenant que voilà, pour elle c'est vraiment une marque d'amour et qu'elle est blessée si je refuse, elle est vraiment blessée et donc ce que je fais c'est que je lui explique tu sais oui, je sais que tu as très envie de me le faire partager et merci beaucoup pour ta générosité, je trouve ça super et ça me fait plaisir que tu apprécies ce que tu es en train de manger. Mais là, tu sais, j'ai vraiment pas faim ou tu sais, moi, j'aime pas trop ça en fait et c'est bien que tu aimes, mais moi, c'est pas trop mes goûts. Alors si jamais je vois qu'elle est quand même déçue parce que des fois, elle insiste, je lui donne l'occasion de me manifester son amour autrement. Je lui dis, ah ma chérie, voilà, c'est super, merci beaucoup. Mais tu sais, ce qui me ferait super plaisir là, encore plus que ce bonbon ou ce bout de gâteau, ce qui me ferait super plaisir, c'est que tu me fasses un bisou et un gros câlin. Et là, généralement, ça marche super bien parce qu'elle est vraiment contente parce qu'au fond, ce qu'elle voulait, c'était manifester son amour et la nourriture, c'était juste un moyen de le faire. Et là, elle me fait un gros câlin, un gros bisou et tout le monde est content. Et en plus, moi, ça me permet aussi de montrer à mon enfant que la nourriture, c'est un moyen parmi d'autres d'exprimer son amour, mais que c'est pas le seul non plus en fait, et qu'elle peut aussi exprimer son amour à moi ou aux autres autrement que par la nourriture.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, donné un peu des idées. Et si vous avez aussi, vous aussi, d'autres astuces, ça m'intéresserait vraiment beaucoup de les savoir. Donc s'il vous plaît, partagez-les dans les commentaires. Et puis aussi, si vous avez d'autres thèmes de vidéos qui vous intéresseraient, que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas, bien sûr, demandez-moi carrément dans les commentaires. Voilà, donc merci pour votre attention et prenez soin de vous.